écoutez, dans une semaine exactement, du 22 au 24 octobre, à Kazan, la capitale du Tatarstan en Russie, une trentaine de chefs d'État sont attendus pour le congrès du BRICS, des BRICS plutôt, pardon, des BRICS. Alors, je rappelle très très rapidement, depuis 2011 et un peu plus, alors les premiers, les membres originels, c'était Chine, Brésil, Inde et Afrique du Sud. Et puis après, sont venus l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, et Émirats Arabes Unis et l'Iran. L'an dernier, sont arrivés. Donc, depuis 2011, les BRICS existent. Et puis, on a vu tout ce qui s'est passé, le fait que, on en a parlé la semaine dernière, que le Nigeria, eh bien, n'était plus obligé de prendre le pétrole nigérien en dollars, et le pétrole saoudien en yuan ou en naira, etc. est en train de se passer quelque chose de très différent. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, on en parle avec Jacques Sapir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la Russie et des questions monétaires, et vous êtes directeur d'études à l'école d'autres études des sciences sociales. Et vous allez publier, je le rappelle, et on vous recevra aussi dans quelques jours, dans 2 semaines, La fin de l'ordre occidental. Un livre. Alors, est-ce vraiment ce congrès des BRICS, parce que c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ça, est-ce que c'est la fin de l'ordre occidental, quelque part, et comment? Oui, mais de ce point de vue-là, c'est une trajectoire qui dure maintenant depuis pratiquement 5-6 ans. Parce qu'au départ, au moment de leur constitution, les BRICS, puisque l'Afrique du Sud ne les avait pas encore rejoints, ils pensaient plutôt faire pression sur les institutions internationales, et donc les institutions occidentales, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., pour obtenir une place plus importante. C'était ça. On est à l'intérieur du système, mais on veut que notre juste place soit reconnue. D'accord. Et les Américains et l'Union européenne ont refusé. Surtout les Américains, mais malgré tout, l'Union européenne les a suivis, évidemment. Et donc, c'est depuis 5-6 ans que les BRICS ont décidé de construire un système alternatif. Mais c'était pas l'idée de départ. C'est pas l'idée de départ. C'est d'une certaine manière la politique occidentale qui les a poussés. Vous voulez dire, on veut notre place à l'intérieur des systèmes économiques mondiaux, y compris l'ONU, et on leur a dit, on leur a dit non. Et un des meilleurs exemples, c'est le rapport de la Chine au Fonds monétaire international. Alors rappelez-vous, Dominique Strauss-Kahn, pendant la courte période où il a dirigé le Fonds monétaire international, il avait voulu augmenter très fortement la part de la Chine. En fait, ce qu'il voulait, c'est que la Chine et l'Inde aient des parts qui correspondent à leur poids dans le commerce international. Et ça, les Américains ont refusé. Ils acceptaient que la part de la Chine soit un petit peu augmentée, mais pas plus. Pas plus. Et donc, évidemment, là, ces pays ont dit, c'est pas possible. Si vous ne voulez pas nous donner la place qui nous revient compte tenu de notre poids dans l'économie mondiale, eh bien, on va construire un système alternatif. Alors, c'est quoi, pour eux, ce système alternatif? Est-ce qu'ils veulent construire ou ce qu'ils sont en train de construire? C'est quoi précisément? Alors, au départ, c'était un système essentiellement commercial. Il s'agissait de développer des relations commerciales. Puis, sont venues des questions d'investissement. Et la création de la nouvelle banque de développement qui est installée à Shanghai et dont la présidente est l'ancienne présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff. Actuellement, ils se sont développés sur l'investissement, ce qui est très important parce qu'on sait que la Chine en particulier a un rôle tout à fait majeur au niveau de l'investissement international. Et depuis 2-3 ans, il y a de la discussion de la création d'un système de paiement ouvert évidemment aux pays des BRICS, mais qui serait ouvert au-delà à des pays qui, même s'ils ne font pas partie des BRICS, pourraient être sympathisants du mouvement ou pourraient se décider d'adhérer à ce système. Ça veut dire, Jacques Sapir, ce que vous dites, c'est la création d'un système monétaire alternatif. Oui, tout à fait. Quelque part. Au départ, ça sera ce qu'on appelle un système de paiement, pour régler la question des transactions entre les pays des BRICS, entre les pays des BRICS et des pays sympathisants qui adhéreraient à ce système. C'est très probablement une crypto-monnaie qui sera utilisée. D'accord. Mais à terme, c'est bien cette idée. Et qu'est-ce que ça veut dire, un système de paiement? Ça veut dire que, d'une certaine manière, ça va encore renforcer les liens commerciaux entre les pays des BRICS et les pays qui veulent adhérer aux BRICS ou qui veulent être observateurs, etc., par rapport au monde occidental. Alors, ce qui est important, il faut le savoir, c'est que les pays des BRICS ont désormais une part plus importante dans le PIB mondial que le G7.
Ça y est, d'ores et déjà. D'ores et déjà. Quand on prend le PIB en parité de pouvoir d'achat... Je rappelle le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut mondial, eh bien là, en parité de pouvoir d'achat, les pays des BRICS ont dépassé depuis 2 à 3 ans les pays du G7. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est une première dans l'histoire, on peut dire. Ah, tout à fait. Tout à fait. Oui. En fait, nous sommes en train de revenir à un monde qui serait le monde d'avant le XVIIIe siècle, parce que à cette époque-là, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, la Chine, l'Inde étaient les principales puissances économiques mondiales. Oui. Bien sûr, ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, puisqu'on avait peu de relations avec eux. Mais il faut quand même savoir que la puissance économique de la Chine et de l'Inde a été considérable. Et puis nous avons eu, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, cette domination absolument sans partage de l'Europe occidentale et des États-Unis, puis des États-Unis et de l'Europe occidentale. Bon, ça c'est un petit peu inversé. Et depuis le début du XXe siècle, ce à quoi on assiste, c'est une remontée de ces pays, mais qui traditionnellement étaient des pays absolument essentiels. Il y a très très longtemps. Mais alors justement, c'est très intéressant et ce prochain sommet du BRICS, la semaine prochaine des BRICS, va nous en apporter quelques éclairages. Est-ce que, Jacques Sapir, parce que c'est pas à vous, je dirais, que l'économie et la politique n'ont pas une muraille de Chine entre elles. Est-ce que quelque part, quelle est la dimension politique de ce qui se passe et ce qui risque de se passer ? Alors oui, il y a une dimension politique évidente, qui est surtout portée, il faut le dire, par la Russie, la Chine et peut-être un petit peu l'Inde. Même si l'Inde essaye de garder des bonnes relations avec tout le monde. C'est une grande tradition de la diplomatie indienne. Mais oui, il y a aujourd'hui à la fois la volonté de refaire, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus sérieuse et centrée sur l'économie, ce qui s'était passé à Bandung en 1956, rappelez-vous le mouvement des non-alignés. Les pays non-alignés, absolument, qu'on appelait un peu le tiers-monde à l'époque. Voilà, il y a cette idée de revenir à l'esprit de Bandung, ça c'est le premier point. Et puis deuxièmement, ce qu'il y a derrière les BRICS, et ce dont on ne parle en général jamais dans la presse occidentale, c'est l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation de sécurité, qui au départ était centrée sur la sécurité en Asie centrale, et sur le continent asiatique, qui est évidemment dominé par la Chine et la Russie, et qui est en train de prendre des responsabilités de plus en plus importantes. D'ailleurs, dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, les Russes et les Chinois ont fait des manœuvres navales avec les Indiens et avec les Iraniens. Manœuvres militaires, vous voulez dire. Des manœuvres militaires, et avec les Iraniens, c'était tout récemment, c'était il y a quelques mois. Les Indiens participent aux manœuvres qui sont faites par l'OCS. Les Pakistanais envoient toujours une petite délégation pour voir ce qui se passe. Donc, il y a là aussi, derrière, je dirais, l'architecture des BRICS, qui est essentiellement économique, commerciale, monétaire, il y a aussi une organisation de sécurité. Mais dites-moi, ça a un petit parfum d'OTAN, tout ça ? Quelque part, enfin, sans comparaison les paraisons, mais enfin, vous dites sécurité, ils s'organisent comme une espèce, vous savez, le traité de protection, c'est pas l'Atlantique Nord, c'est autre chose, mais il y a de ça quand même. Tout à fait, avec une différence majeure, c'est que les relations sont beaucoup plus égalitaires. Aucun pays n'a par exemple de position dominante chez les BRICS. On le voit en particulier dans la charte. Il n'y a pas un pays qui est pilote, qui dirige, comme c'était le cas dans l'OTAN, comme c'est toujours le cas dans pardon, excusez-moi, dans l'OTAN, et c'est la même chose dans l'OCS. Dans l'OCS, les responsabilités sont réellement partagées. Et ça fait une grande différence. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays qui ne sont pas membres des BRICS demandent à participer à la nouvelle banque de développement. C'est que les prêts de la banque de développement ne sont pas décidés par un pays ou deux pays. On pourrait croire par exemple que la Russie et la Chine auraient des positions dominantes. Non. Tous les pays des BRICS ont le même poids. Et dans la réalité, c'est vrai. Enfin, c'est acté en réalité. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est très, très intéressant. On va continuer à en parler après cette petite pause avec Jacques Sapir et voir un peu quelles sont les conséquences qu'on pourrait avoir effectivement chez nous. On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 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 Sud Radio, parl
Coff reçoit Jacques Sapir, économiste, et tous les deux, ils parlent du 16e sommet du BRICS qui aura lieu la semaine prochaine à Kazan. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Jacques Sapir, alors, quel est là, vous avez, tout à l'heure, on a exposé, vous avez exposé très très bien, voilà, le tableau, effectivement, et les différents enjeux. Quelle perspective pour nous? Parce que tout est lié, bien sûr. En ce moment, il y a la guerre Russie-Ukraine, il y a ce qui se passe au Proche-Orient, et il y a surtout quelles conséquences économiques et monétaires? Alors, il y a directement des conséquences importantes. Par exemple, le poids de l'euro va baisser. C'est clair, même si ce n'est pas l'euro la principale monnaie internationale, hein, ça reste le dollar. Et donc, c'est le dollar qui va encaisser le choc le plus important. Mais à échéance, à longue échéance ou déjà en moyenne échéance? À moyenne échéance. À moyenne échéance. À moyenne échéance, mais quand même, l'euro va perdre entre 5 et 10% d'ici 3 à 5 ans. Bon, ça, c'est une chose qui est claire. Après, beaucoup dépendra de l'attitude des pays occidentaux, et en particulier des pays de l'Union européenne. Soit ils rentrent dans une logique de conflit avec les BRICS, ce qui semble malheureusement être le cas. Et à ce moment-là, eh bien, les BRICS vont cesser de commercer avec nous. Mais il faut faire attention, hein, ça veut dire la Chine, ça veut dire l'Inde, c'est quand même des géants commerciaux. Hein. C'est pas rien, oui. Voilà, et de ce point de vue-là, le monde occidental peut survivre, mais sous une forme très réduite, dans le cadre d'une nouvelle division du monde, comme pendant la guerre froide, mais où là, nous serions très minoritaires. C'est une possibilité. Ou alors, nous reprenons contact avec les BRICS, et pas de la manière irresponsable qu'avait fait Emmanuel Macron l'année dernière. Il avait voulu s'inviter au précédent sommet des BRICS en Afrique du Sud, sans commencer à discuter avec les pays membres, avec les BRICS. Il s'était évidemment fait renvoyer dans ses cordes, mais malgré tout, il y a là une véritable idée. Il y a une possibilité. Il y a une véritable possibilité. Donc, c'est un point extrêmement important. C'est un point important aussi parce que les BRICS vont être, dans les 10 années qui viennent, l'endroit central pour l'investissement mondial. En particulier avec la Chine, mais pas seulement. Oui, avec leurs possibilités, avec leur commerce, avec leur expansion, leur croissance, etc. L'Inde aussi, parce que, rappelons, la Chine, ça fait à peu près 26% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. L'Inde, ça en fait... La Chine seule. La Chine seule. Ouais. Et l'Inde? L'Inde, 7%. Et l'Inde a un taux de croissance beaucoup plus élevé que la Chine actuellement. L'Inde est sur des taux de croissance de l'ordre de 7 à 9%. La Chine est autour de 4%. Plus que nous, bien sûr, mais ça reste moins fort que l'Inde. Donc, il y a tout cela qui joue, et d'une certaine manière, nous n'avons pas intérêt à nous couper des BRICS. Sauf que si on veut discuter avec eux, il va falloir reprendre la question des organisations internationales et de leur dire maintenant... soit reprendre ce qu'ils demandaient il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, mais évidemment, on ne pourra pas le reprendre dans les mêmes termes qui auraient été possibles il y a 10 ans. Donc effectivement, l'alternative, c'est soit l'Europe et les États-Unis, mais l'Europe suivant, ne se constituant pas elle-même comme interlocuteur, se referme et dit non, on ne veut pas, et puis les conséquences, on les connaît. Soit il y a vraiment discussion de fond. C'est ça. Absolument. Et l'alternative. Merci Jacques Sapir, et puis on vous recevra pour la fin de l'ordre occidental. On verra si ce sera quelle fin de l'ordre ou fin du désordre. C'est une vraie perspective.